La méditation, cet art millénaire du regard intérieur qui nous incite à tourner nos sens vers l'intérieur, à contempler le flux de nos pensées, de nos émotions et de notre énergie vitale, trouve ses racines les plus profondes dans la tradition philosophique chinoise. Le taoïsme, né il y a plus de 2 millénaires, propose une vision du monde où l'harmonie avec la nature et avec soi-même est la clé d'une existence épanouie. Cette philosophie, contrairement à de nombreuses autres traditions, ne cherche pas à imposer un dogme rigide ou à dicter une morale stricte. Au contraire, elle nous encourage à observer, à comprendre et à nous aligner sur les rythmes naturels de l'univers. Le Tao, ce flux éternel et insaisissable qui sous-tend toute existence. Dans cette perspective, la méditation taoïste se présente non pas comme une simple technique de relaxation ou de concentration, mais comme une voie d'exploration profonde de notre nature véritable. Elle nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à explorer les vastes paysages de notre conscience, à la fois familiers et mystérieux. C'est un voyage qui nous mène au-delà des apparences, au-delà des constructions mentales et des illusions de l'ego, pour toucher à l'essence même de notre être. Cette pratique millénaire soulève des questions philosophiques fondamentales. Qui sommes-nous vraiment, au-delà de nos pensées et de nos émotions? Quelle est notre place dans l'immensité de l'univers? Comment pouvons-nous vivre en harmonie avec le flux naturel de l'existence? La méditation taoïste ne prétend pas offrir des réponses toutes faites à ces questions, mais elle nous fournit les outils pour les explorer par nous-mêmes, dans l'intimité de notre propre expérience. Dans un monde où l'extériorité semble régner en maître, où la quête de reconnaissance et de réussite matérielle domine souvent nos vies, le taoïsme nous rappelle que la véritable richesse se trouve à l'intérieur. Comme l'exprime si poétiquement Lao Tse, le père du taoïsme. Sans sortir de ma porte, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus loin on va, moins on apprend. Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre rapport au monde et à nous-mêmes. Elle suggère que la connaissance la plus profonde, la plus transformatrice, ne s'acquiert pas en accumulant des informations externes ou en parcourant le monde, mais en plongeant courageusement dans les profondeurs de notre être. Le taoïsme est intrinsèquement lié à la nature. Les sages taoïstes considèrent que l'univers est une manifestation du Tao, la force fondamentale qui sous-tend toute existence. En méditant, le pratiquant cherche à s'harmoniser avec les cycles naturels du monde. Cette union avec la nature n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle implique une compréhension profonde des lois naturelles et une acceptation de notre place au sein de l'univers. Historiquement, de nombreux maîtres taoïstes ont vécu en harmonie avec la nature. Par exemple, Zhang Sanfeng, le légendaire fondateur du Tai Chi Chuan, aurait vécu en ermite dans les montagnes Wudang, observant les mouvements des animaux pour développer des techniques martiales et méditatives en accord avec le Tao. Cette symbiose avec la nature permet aux méditants de transcender les limitations de l'ego et de ressentir une connexion profonde avec toutes les formes de vie. La poésie taoïste reflète également cette union avec la nature. Les poètes comme Wang Wei ont souvent décrit des scènes naturelles sereines pour illustrer des états spirituels. Par exemple, ils évoquent le flux tranquille d'une rivière ou la majesté des montagnes pour symboliser la paix intérieure et la stabilité de l'esprit atteint grâce à la méditation. Le concept de regard intérieur est au cœur de la pratique méditative taoïste. Il s'agit d'un processus subtil et profond qui va bien au-delà de la simple introspection ou de l'auto-analyse psychologique.
C'est une invitation à retourner complètement notre attention, habituellement dirigée vers l'extérieur, pour l'orienter vers l'intérieur de notre être. Cette pratique repose sur une compréhension fondamentale de la nature de la conscience. Dans la vision taoïste, la conscience n'est pas simplement un produit de notre activité cérébrale, mais une qualité fondamentale de l'univers lui-même. Notre conscience individuelle est considérée comme une manifestation locale de cette conscience universelle, tout comme une vague est une expression locale de l'océan. Lorsque nous pratiquons le regard intérieur, nous commençons à percevoir cette nature plus vaste de notre conscience. Nous découvrons que notre être est un vaste territoire, riche en paysages variés, qui reflète en miniature la complexité et la beauté de l'univers tout entier. Comme l'exprime le philosophe taoïste Chuang Tzu, « L'univers et moi sommes nés ensemble, et tous les êtres ne font qu'un avec moi. » Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au monde. Nous ne sommes plus des entités séparées, isolées dans notre individualité, mais des expressions uniques d'une réalité plus vaste et interconnectée. La pratique du regard intérieur nous permet d'observer directement les mouvements subtils de notre esprit et de notre corps. Nous commençons à percevoir le flux constant de nos pensées, l'émergence et la dissolution de nos émotions, les sensations changeantes dans notre corps. Mais au-delà de ces phénomènes changeants, nous découvrons également une présence stable, un témoin silencieux qui observe tout sans jugement. Cette découverte a des implications profondes pour notre vie quotidienne. En cultivant cette capacité d'observation détachée, nous devenons moins identifiés à nos pensées et à nos émotions. Nous développons une plus grande équanimité face aux défis de la vie, comprenant que, comme les nuages dans le ciel, tous les phénomènes sont transitoires et en constante évolution. Le regard intérieur nous permet également de dévoiler les couches de conditionnement et de croyances limitantes qui obscurcissent souvent notre perception de la réalité. Comme le dit si bien le poète taoïste Li Po, « Les pensées s'élèvent dans mon esprit comme des nuages dans le ciel, mais le ciel de ma vraie nature reste toujours clair et serein. » En pratique, cultiver le regard intérieur demande patience et persévérance. Voici quelques suggestions pour développer cette capacité. Commencez par des séances courtes de méditation assise, en portant simplement votre attention sur votre respiration. Observez le mouvement naturel de l'inspiration et de l'expiration, sans chercher à le modifier. Élargissez progressivement votre champ d'attention pour inclure les sensations corporelles, les sons environnants, les pensées et les émotions qui émergent. Observez-les comme un témoin détaché, sans vous y identifier. Pratiquez régulièrement, idéalement chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. La cohérence est plus importante que la durée. Intégrez des moments de pleine conscience dans votre vie quotidienne. Par exemple, prenez conscience de vos sensations corporelles lorsque vous marchez ou observez vos pensées lorsque vous attendez dans une file. Explorez des pratiques complémentaires, comme le Qigong ou le Tai Chi, qui intègrent le mouvement et la respiration à la méditation. Lorsque nous pratiquons le regard intérieur, nous découvrons que notre être est un vaste territoire, riche en paysages variés. Cette métaphore des paysages intérieurs n'est pas qu'une simple image poétique, mais une description précise de l'expérience méditative telle qu'elle est vécue par de nombreux pratiquants. Dans ces paysages intérieurs, nous trouvons des montagnes d'émotions, tantôt imposantes et menaçantes, tantôt majestueuses et inspirantes. Ces émotions,
qu'elles soient de joie, de tristesse, de colère ou de peur, ne sont plus perçues comme des états à éviter ou à rechercher, mais comme des reliefs naturels de notre terrain intérieur, chacun ayant sa place et son rôle dans l'écologie de notre être. Nous y découvrons aussi des rivières de pensée, parfois tumultueuses et agitées, d'autres fois calmes et limpides. Ces courants de pensée, que nous avons tendance à considérer comme nous-mêmes, apparaissent dans la méditation comme des phénomènes naturels qui viennent et qui partent sans que nous ayons besoin de nous y accrocher ou de les repousser. Les forêts de souvenirs constituent un autre aspect fascinant de notre paysage intérieur. Ces souvenirs, qu'ils soient joyeux ou douloureux, récents ou anciens, forment une dense canopée sous laquelle nous pouvons nous promener avec curiosité et compassion, sans nous y perdre. Enfin, les prairies de sensations corporelles s'étendent à perte de vue, offrant un terrain d'exploration infini. Chaque sensation, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, devient un objet de contemplation, nous ancrant dans le présent et nous rappelant notre incarnation physique. Le poète taoïste Chuang Tzu nous rappelle l'importance de cette exploration sans but. Le parfait voyageur ne sait pas où il va. Le parfait artiste ne sait pas ce qu'il fait. Le parfait méditant ne sait pas qui il est. Cette citation souligne l'état d'ouverture et de lâcher-prise nécessaire pour véritablement explorer notre intériorité. Il ne s'agit pas de cartographier ces paysages de manière rigide ou de chercher à les contrôler, mais plutôt de les explorer avec une curiosité bienveillante, en restant ouvert à la surprise et à l'émerveillement. La cartographie de ces paysages intérieurs n'est pas une tâche que l'on accomplit une fois pour toutes. C'est un processus continu, car ces paysages sont en constante évolution. Chaque méditation est une nouvelle exploration, offrant de nouvelles perspectives et de nouvelles découvertes. La quête de la vacuité mentale est un aspect essentiel de la méditation taoïste. En vidant l'esprit des pensées superflues, le méditant atteint un état de tranquillité qui lui permet de percevoir la réalité sans les distorsions du jugement ou de l'attachement. Cette vacuité n'est pas un vide nihiliste, mais plutôt un espace ouvert où le Tao peut se manifester pleinement. La simplicité est également valorisée dans le taoïsme. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, met l'accent sur la simplicité comme voie vers la sagesse. En éliminant les désirs excessifs et les distractions matérielles, le méditant peut se concentrer sur l'essentiel et vivre en harmonie avec le Tao. Cette approche minimaliste encourage une vie modérée, où le contentement est trouvé dans la simplicité plutôt que dans l'accumulation de biens ou de connaissances inutiles. La pratique de la méditation favorise cette simplicité en aidant le pratiquant à reconnaître les pensées et les émotions qui ne servent pas son bien-être. En laissant aller ses attaches, il devient possible de vivre avec plus de légèreté et de liberté, aligné sur le flux naturel de la vie. Dans la pratique de la méditation taoïste, l'équilibre entre le yin et le yang joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait, mais d'une réalité tangible que le méditant apprend à percevoir et à cultiver en lui-même. Le yin symbolise le féminin, le passif, l'obscurité, tandis que le yang représente le masculin, l'actif, la lumière. Loin d'être des entités séparées, ces forces sont interdépendantes et en constante interaction, créant un équilibre dynamique qui sous-tend toute existence. Comme l'exprime le Tao Te Ching, le Tao engendre l'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres portent le yin et embrassent le yang. L'harmonie naît au souffle du vide médian. Cette citation
illustre comment l'équilibre du yin et du yang est à l'origine de toute la diversité de l'univers, et comment cet équilibre est maintenu par l'interaction constante de ces forces opposées. Une approche équilibrée de la méditation taoïste peut inclure des pratiques qui favorisent le yin, comme la méditation assise silencieuse, et d'autres qui stimulent le yang, comme les exercices de respiration dynamique ou la visualisation active. Cette alternance permet aux pratiquants de développer une compréhension profonde des cycles naturels d'activité et de repos, d'expansion et de contraction, qui reflètent l'alternance du yin et du yang dans nos vies. L'importance de cet équilibre va bien au-delà de la pratique méditative elle-même. En cultivant une harmonie intérieure entre le yin et le yang, le méditant développe une plus grande capacité à naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Cette harmonie intérieure se traduit par une plus grande adaptabilité, une résilience accrue face aux défis, et une capacité à interagir de manière plus fluide et harmonieuse avec le monde extérieur. L'un des principes les plus transformateurs de la méditation taoïste est la pratique de l'observation sans jugement. Cette approche, qui peut sembler simple en théorie, mais qui est profonde dans ses implications, consiste à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises, sans chercher à les changer ou à s'y attacher. L'observation sans jugement se manifeste de diverses manières. Le méditant apprend à accueillir chaque expérience, qu'il s'agisse d'une pensée agréable, d'une émotion douloureuse ou d'une sensation physique inconfortable, avec la même ouverture et curiosité bienveillante. Au lieu de catégoriser rapidement nos expériences comme bonnes ou mauvaises, nous apprenons à les observer simplement pour ce qu'elles sont, sans y ajouter de couches interprétatives. Cette approche s'applique également à notre propre pratique méditative. Au lieu de nous juger comme bons ou mauvais méditants, nous apprenons à observer notre pratique avec compassion et patience. Paradoxalement, une partie importante de l'observation sans jugement consiste à devenir conscient de nos tendances au jugement. Lorsque nous remarquons que nous sommes en train de juger, nous observons simplement ce processus de jugement lui-même, sans jugement supplémentaire. La pratique de l'observation sans jugement a des implications profondes qui s'étendent bien au-delà de la séance de méditation. En apprenant à observer sans juger, nous développons une acceptation plus profonde de nous-mêmes, y compris des aspects de notre personnalité que nous avions tendance à rejeter ou à nier. Cette approche nous libère de la tendance à ruminer sur le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, réduisant ainsi considérablement notre niveau de stress. En suspendant nos jugements habituels, nous pouvons voir les situations avec une plus grande clarté, ce qui conduit à des décisions plus sages et à des actions plus appropriées. L'attitude de non-jugement envers nous-mêmes se traduit naturellement par une plus grande compassion envers les autres, améliorant ainsi nos relations. En acceptant pleinement ce qui est, nous créons l'espace nécessaire pour une transformation authentique, qui vient de l'intérieur plutôt que d'être imposée de l'extérieur. La méditation taoïste, avec son emphase sur le regard intérieur, nous offre un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. En explorant les paysages de notre intériorité, nous découvrons que nous sommes bien plus vastes et mystérieux que nous ne l'imaginions. Tout ce qu'il se passe, des mondes au sein de mondes demandant notre attention, il peut parfois sembler impossible de trouver ces quelques moments dont vous avez besoin pour passer du temps où vous pouvez simplement vous détendre, vous asseoir et être immobile. Compréhensiblement, trouver la paix est quelque chose que beaucoup recherchent tout au long de leur vie. La paix intérieure fait référence à un sentiment de tranquillité et de repos qui vient de l'intérieur,
la liberté des perturbations ou la tranquillité. En utilisant cette définition, la paix intérieure est une forme de tranquillité intérieure qui n'est pas perturbée par des troubles. Dans les traditions spirituelles, les perturbations sont souvent des mouvements de l'esprit, le genre de pensées intrusives ou d'émotions difficiles que nous rencontrons souvent dans notre vie quotidienne. Une grande partie des écoles de pensée telles que le bouddhisme et le taoïsme se concentrent sur des pratiques qui cultivent la paix intérieure. En particulier, l'enseignement central du Bouddha des Quatre Nobles. Vérité affirme que toute l'existence humaine est une souffrance ou dukkha. La souffrance, d'autre part, est causée par l'attachement, soit par aversion, soit par désir. Plus nous nous attachons à nos biens, réalisations et même aux personnes, plus nous sommes éloignés de notre vraie nature. Le taoïsme et le bouddhisme nous enseignent tous deux que rien dans le monde matériel ne nous apportera jamais une satisfaction profonde. Tout est impermanent. Cela change constamment, tout comme nos désirs, pensées, préférences et aversions. Si nous pouvons apprendre à suivre cette impermanence et à nous y rendre, comme le Tao Te Ching nous enseigne, nous atteindrons la paix intérieure. La paix intérieure est donc atteinte par la pratique du détachement. Le détachement est une qualité de la conscience, l'arrière-plan du mouvement constant de l'esprit et du corps. Il peut être le cœur d'une personne résiliente et d'une psychologie positive et peut conduire à un résultat plus positif et à une meilleure vie. Le Bouddha pointait vers ce qui est non conditionné, non soumis à la naissance et à la disparition, et donc une base plus fiable pour le bonheur durable et la paix intérieure. Par exemple, le champ de la conscience est effectivement non conditionné, les expériences changent, mais la conscience est stable. Souvent, nous pensons à la paix comme l'absence de guerre. Cela se reflète dans la paix intérieure. À quelle fréquence sommes-nous en guerre avec nous-mêmes? À quelle fréquence le critique intérieur cause-t-il de l'harmonie pour notre paysage intérieur? La paix intérieure est un processus d'équilibre émotionnel et d'équanimité, une manière de trouver une stabilité intérieure face aux changements constants. La définition bouddhiste de la paix intérieure implique la liberté de la souffrance et le sentiment de sérénité qui vient de l'acceptation et de la compassion envers tous les phénomènes éphémères. Ces phénomènes éphémères incluent le bonheur, d'où la nature contre-intuitive de la recherche de la paix intérieure. Il y a une raison pour laquelle la paix intérieure est ancrée dans la sagesse religieuse ou philosophique. Sa nature est difficile à comprendre avec l'intellect seul. Atteindre la paix intérieure n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une pratique incarnée. Le Tao décrit comment, comme la nature, on devrait être en équilibre, en harmonie et simple. Le verset 37 du Tao Te Ching cite comment les gens seraient satisfaits de leur vie simple et quotidienne, en harmonie et libres de désir. Quand il n'y a pas de désir, toutes choses sont en paix. La vision du monde taoïste est enracinée dans une observation étroite des motifs de changement qui existent dans le monde naturel. Lao Tzu préconise de vivre naturellement et librement comme vous êtes vraiment, plutôt que comme on vous dit d'être. Nous sommes tous un avec le Dao, donc suivre le flux du Dao signifie être naturel, observer la simplicité et la non-action ou la non-ingérence au lieu d'agir par l'ego et le désir. Vivre en accord avec le Dao au niveau personnel se propage dans le monde dans lequel nous vivons, car tout ce qui existe entre le ciel et la terre émane de la même étoffe de l'existence. Le Dao est une symphonie dans laquelle nous sommes chacun un instrument, et être naturel signifie jouer les notes en harmonie avec la musique de l'univers. Le Tao Te Ching ne présente pas d'instructions ou de techniques spécifiques pour devenir ce qu'il appelle un Shengren, un sage qui a réalisé le Dao. Cependant, il décrit comment un sage se comporte. Par exemple, il affirme qu'on ne devrait pas forcer les choses, mais plutôt être tranquille, n'avoir aucun désir, se comporter naturellement et vivre simplement. Cela affectera à son tour l'environnement social et politique du sage. Les paroles du Tao Te Ching
sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de 2000 ans, et elles peuvent être mises en pratique dans nos vies modernes. Les pratiques suivantes sont issues du grand sage taoïste Lao Tzu afin de cultiver la paix intérieure. Une chose importante à garder à l'esprit est la respiration et la recentration. Pouvez-vous équilibrer votre force vitale et embrasser l'un sans séparation? Pouvez-vous contrôler votre respiration doucement, comme un bébé? Pouvez-vous clarifier votre vision sombre sans tache? Chapitre 10, le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching affirme que l'autoculture entraînera la paix intérieure et la paix dans la société. L'autoculture taoïste se manifeste dans sa profusion de formes de méditation et de Qigong, des pratiques qui focalisent notre conscience sur notre respiration et le flux de Qi ou d'énergie vitale à travers nos corps. Ces techniques sont basées sur les théories présentées dans le Huangdi Neijing, le classique interne du Jaune Empereur, qui est un ancien texte chinois, traité comme la source doctrinale fondamentale de la médecine chinoise. L'idée fondamentale du Qigong et de la médecine chinoise, acupuncture et herboristerie, est que le Qi équilibré et fluide entraîne la santé, tandis que le Qi stagnant ou déséquilibré conduit à la maladie. Cela est vrai non seulement au niveau du corps humain, mais aussi en termes de paysages naturels. Montagnes, rivières, forêts et de structures fabriquées par l'homme, maisons, immeubles de bureaux et parcs. De la même manière qu'un acupuncteur diagnostique des déséquilibres énergétiques et travaille à rétablir le QI fluide dans le corps humain, de même le praticien de Feng Shui perçoit des déséquilibres énergétiques dans les paysages naturels ou fabriqués par l'homme, puis applique diverses techniques pour remédier à ces déséquilibres. Dans les deux cas, l'objectif est d'établir un flux d'énergie plus ouvert dans l'environnement interne ou externe particulier et, par conséquent, d'atteindre la paix intérieure et éventuellement de reconnaître notre unicité avec le Dao. Vous pouvez commencer à cultiver la santé en vous concentrant sur votre respiration. Embrasser l'unité sans séparation signifie unifier et harmoniser votre esprit et votre corps, afin que vous puissiez vous connecter à votre esprit, qui est votre lien direct avec le Dao. Lorsque vous êtes dans un état stressant, votre respiration devient rapide et superficielle, et votre rythme cardiaque s'accélère. Une respiration rapide et superficielle rend plus difficile le travail de vos poumons, qui consiste à fournir à votre corps de l'oxygène et à éliminer les déchets et les toxines de votre circulation sanguine. La privation d'oxygène permet à ces toxines de s'accumuler dans votre corps, sollicitant votre système immunitaire. Une mauvaise alimentation en oxygène peut conduire au vieillissement prématuré et à la perte de vitalité, et est liée à une augmentation des crises cardiaques et des AVC. Lorsque vous pratiquez la respiration méditative, visualisez chaque muscle et chaque cellule de votre corps se détendre et se relâcher à chaque expiration. À chaque inspiration, visualisez votre corps se remplir de vitalité et d'énergie. Moins, c'est plus. La vie simple. Poursuivez la connaissance. Gagnez quotidiennement. Poursuivez le Tao. Perdez quotidiennement. Perdez et perdez à nouveau. Arrivez à la non-action. Chapitre 48. Le Tao Te Ching. Ceux qui cherchent le Dao n'utilisent ni les oreilles ni les yeux. Ils regardent à l'intérieur, pas à l'extérieur. De cette manière, la recherche de la perte est meilleure que le gain, car la vraie connaissance n'a aucun lien avec ce que vous avez appris ou réalisé dans le monde extérieur. La vraie connaissance vient du fait de rester immobile et d'observer le soi. La sagesse vient avec la capacité d'être immobile. Regardez et écoutez simplement. Rien de plus n'est nécessaire. En restant immobile, en regardant et en écoutant, vous activez l'intelligence non conceptuelle en vous. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos actions. Avez-vous remarqué comment les idées les plus sages et les épiphanies les plus significatives ont tendance à émerger dans le calme ou le silence? L'autocritique peut être bruyante et intrusive, ajoutant au chaos, mais la voix de la sagesse porte avec elle un sentiment de sérénité et de calme. C'est l'intelligence non conceptuelle. Trouver la paix intérieure est important car elle vous connecte à vous-même,
à la nature et aux autres de manière profonde. Le chaos constant et la réactivité vous maintiennent dans d'anciens schémas de pensée et des boucles comportementales. C'est dans le calme que vous pouvez repérer ces schémas et faire des choix différents. Retourne à l'infantile. Retourne au bloc non taillé. Retourne à la simplicité. Chapitre 28, le Tao Te Ching. Un bloc de bois non taillé est rempli d'un potentiel illimité. Mais une fois taillé, des distinctions ont été faites et des limites ont été créées. Revenir à votre véritable nature, c'est être comme un bloc non taillé ou comme un nourrisson. Vous n'êtes toujours pas impacté et êtes préservé de la socialisation et des jugements arbitraires. Le Tao Te Ching dit que nous devrions commencer à nous affiner en pratiquant l'art de la simplicité. Nous devrions retrancher ou réduire nos poursuites et accumulations mondaines et intellectuelles. Moins plutôt que plus nous relie au Tao et à notre véritable nature. Outre la simplicité, le taoïsme enseigne également le néant et le vide à travers le concept de Wu Wei. Wu est défini comme pas ou sans. Wei est ensuite défini comme faire. En traduisant littéralement le sens des deux mots, on obtient agir sur quelque chose. Dans le taoïsme, la phrase Wu Wei peut être interprétée comme signifiant agir mais ne pas posséder l'action. La signification de ne pas posséder l'action est simplement que l'on ne devrait pas être attaché au résultat de l'action. On devrait simplement agir, sans penser à ce que cette action leur apportera. Cela signifie suivre le flux de la nature, sans effort. Plutôt que de lutter constamment contre les situations et de les contrôler, ce qui est contre nature et autodestructeur, il vaut mieux comprendre la vraie nature du Tao, se comporter de manière complètement naturelle et en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Les maîtres taoïstes valorisaient la richesse intérieure plutôt que la richesse extérieure et les réalisations. On peut atteindre un haut rang dans une entreprise ou devenir riche et manquer toujours d'un cœur et d'un esprit calme. Pour certains, quoi qu'ils aient ou accomplissent, cela ne suffit jamais. Cette recherche éternelle du plus distrait souvent notre appréciation pour ce que nous avons déjà. Nous sommes absorbés par la tentative d'obtenir le meilleur de tout dans la vie. Nous comparons et contrastons constamment. Si quelque chose ne correspond pas à nos normes, nous sommes alors insatisfaits du résultat. Mais voici ce qui est étrange mais vrai dans les tranchées quotidiennes de la vie. Il n'y a pas de telle chose que de ne pas adorer. Tout le monde adore. Le seul choix que nous ayons, c'est ce que nous adorons, et la raison probablement la plus convaincante de choisir quelque chose de spirituel à adorer est que tout le reste que vous adorerez vous dévorera probablement. Si vous adorez l'argent et les choses, si c'est là que vous placez le véritable sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Adorez votre propre corps et votre beauté et votre séduction sexuelle, et vous vous sentirez toujours laid, et lorsque le temps et l'âge commenceront à se montrer, vous mourrez 1 million de morts avant qu'ils ne vous plantent enfin. À un niveau, nous le savons déjà. Cela a été codifié en mythes, proverbes, clichés, épigrammes, paraboles, en d'autres termes, le squelette de chaque grande histoire. La véritable astuce est de garder la vérité en première ligne dans la conscience quotidienne. Adorer le pouvoir te conduira à te sentir faible et effrayé, et tu auras besoin de toujours plus de pouvoir sur les autres pour t'engourdir face à ta propre peur. Adorer ton intellect, être perçu comme intelligent, te conduira à te sentir stupide, un imposteur toujours sur le point d'être découvert. La chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration n'est pas qu'elles sont mauvaises ou pécheresses, c'est qu'elles sont inconscientes. Ce sont des paramètres par défaut. Ce sont le genre d'adoration dans lequel tu glisses progressivement, jour après jour, devenant de plus en plus sélectif sur ce que tu vois et comment tu mesures la valeur sans être pleinement conscient que c'est ce que tu fais. Et le prétendu monde réel ne te découragera pas d'agir selon ton paramétrage par défaut, car le prétendu monde réel des hommes, de l'argent et du pouvoir tourne gaiement avec le carburant de la peur, de la colère, de la frustration, de la convoitise et de l'adoration de soi. La pensée taoïste dit que nous devrions nous débarrasser de ces envies ou désirs de la vie. Lorsque nous nous limitons à nos plus grands désirs,
nous sommes capables d'atteindre des moments de la plus pure simplicité. Conquérir les autres nécessite de la force. Se conquérir soi-même est une véritable force. Savoir ce qui est suffisant est une richesse. Chapitre 33. Tao Te Ching. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir ce qui est suffisant. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir de réussite. Par conséquent, savoir que suffisamment est suffisant est toujours suffisant. Chapitre 46. Tao Te Ching. La leçon ici est que si nous nous concentrons sur le fait d'atteindre de plus en plus, nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà et qui nous sommes vraiment. Il est donc impératif que nous prenions le temps de cultiver un sentiment de contentement avec la façon dont les choses sont ici et maintenant. Voir les situations pour ce qu'elles sont, puis voir ce qui doit être changé, le cas échéant. Si quelque chose qui doit être changé peut l'être, il vaut la peine de prendre des mesures pour le faire. S'il ne peut pas être changé, la stratégie consiste à apprendre à s'adapter à cette situation. Pour le faire, conquiers-toi en t'acceptant, et tu apprendras quand assez, c'est assez. La chose la plus douce au monde l'emporte sur la plus forte. Chapitre 43. Tao Te Ching. Par conséquent, ceux qui voudraient être au-dessus doivent parler comme s'ils étaient en dessous. Ceux qui voudraient diriger doivent parler comme s'ils étaient derrière. Parce que le sage n'est pas contentieux, personne ne lutte contre lui. Chapitre 66. Tao Te Ching. Wang Tao a dit 8 pieds d'eau peuvent faire flotter un navire de 1000 tonnes. Les maîtres taoïstes font souvent référence à la capacité de l'eau à user même des roches les plus dures. L'eau, étant douce et flexible, l'emporte sur le fort. Nous pouvons mettre cela à profit dans nos interactions quotidiennes. Lorsque quelqu'un cherche la bagarre, nous pouvons gagner en étant flexibles et doux, évitant ainsi le conflit. De plus, lorsque nous avons besoin de quelque chose de quelqu'un, quelle que soit notre position dans l'organisation, nous devons approcher cette personne avec humilité et d'un endroit de douceur et d'appréciation. Vise dans un bon endroit. Garde ton esprit profond. Traite bien les autres. Tiens parole. Établis des règles justes. Fais ce qu'il faut. Chapitre 8. Tao Te Ching. Dans la recherche d'un esprit plus calme, nous devons encore nous occuper des aspects pratiques de la vie quotidienne. Le sage trouve l'équilibre entre le yin, qui est la quiétude, le repos et l'introspection, et le yang, qui est le mouvement, l'interaction et l'engagement dans les affaires mondaines. Travailler quand c'est le moment signifie également que l'on devrait travailler quand c'est nécessaire, mais aussi s'arrêter lorsque le travail est terminé. Beaucoup d'entre nous travaillent de très longues heures, certains par choix, d'autres non. Dans les deux cas, il y a un moment pour se reposer, et la clé d'un esprit et d'un corps sain est de trouver le temps de se reposer après le travail, et ensuite reprendre le travail seulement après s'être reposé. Zhuangzi a écrit dans son livre éponyme que l'on devrait suivre son cœur, et qu'agir en harmonie avec sa nature profitera à la société dans son ensemble. Nous faisons cela en n'étant rien de plus ni moins que nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. Reconnaître notre position dans le monde, nos capacités et limitations, puis agir en conséquence, apportera le bonheur et la paix intérieure. Les célèbres paroles de Lao Tzu ne peuvent évidemment pas être prises dans leur sens littéral, car le principe de non-action, Wu Wei, ne doit pas être considéré comme de l'inertie, de la paresse, du laisser-faire ou une simple passivité. Parmi les plusieurs significations de Wei, on trouve être, faire, fabriquer, pratiquer, agir, et sous la forme signifie faux, simulé, contrefait. Mais dans le contexte des écrits taoïstes, il signifie clairement forcer, s'ingérer et artifice, en d'autres termes, essayer d'agir contre le sens de la vie. Ainsi, Wu Wei comme ne pas forcer est ce que nous entendons par aller dans le sens du courant, suivre le mouvement, nager avec le courant, adapter les voiles au vent, prendre le flux à son apogée et s'incliner pour conquérir. Cela est peut-être mieux illustré dans les arts japonais du judo et de l'aïkido, où un adversaire est vaincu par la force de sa propre attaque,
et le dernier art atteint des sommets de compétences tels que j'ai vu un attaquant jeté au sol sans même être touché. Le principe est illustré par la parabole du pin et du saule sous la neige épaisse. La branche de pin, étant rigide, se casse sous le poids, mais la branche de saule cède au poids et la neige tombe. Notez cependant que le saule n'est pas mou, mais élastique. Wu Wei est donc le mode de vie de celui qui suit le Tao et doit être compris principalement comme une forme d'intelligence, c'est-à-dire de connaître les principes, les structures et les tendances des affaires humaines et naturelles si bien que l'on utilise le moins d'énergie possible pour les traiter. Mais cette intelligence n'est pas simplement intellectuelle, elle est aussi l'intelligence inconsciente de tout l'organisme, et en particulier la sagesse innée du système nerveux. Wu Wei est une combinaison de cette sagesse avec le fait de suivre la voie de moindre résistance dans toutes ses actions. Ce n'est pas simplement l'évitement de l'effort. Dans le judo, par exemple, on utilise les muscles mais seulement au bon moment lorsque l'adversaire est déséquilibré ou s'est trop étendu. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanskrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanskrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Si, en revanche, il est tenu facilement, avec les yeux fixés sur un point lointain et avec le sentiment que c'est un tuyau en caoutchouc à travers lequel l'eau coule vers ce point, il sera extrêmement difficile à plier. Sans forcer, on suppose simplement que le bras restera droit, quoi qu'il arrive, en raison du flux de chi. Pendant le test, expirez lentement, comme si c'était de l'abdomen, et pensez que le souffle se déplace à travers le bras. C'est peut-être une forme de ce que nous appelons, ou plutôt mal nommons, l'auto-hypnose, qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai constaté qu'une sorte de la même méthode peut être utilisée pour ouvrir un bouchon dur sur un pot, et j'ai connu un vieux maître zen, frêle en apparence, qui, en s'appuyant apparemment contre eux, déplaçait des rochers lourds qui défiaient de jeunes hommes forts. Tout comme l'eau suit la gravité et, si elle est piégée, monte pour trouver un nouvel écoulement, ainsi Wu Wei est le principe selon lequel la gravité est de l'énergie. Et le taoïste trouve dans la gravité un flux constant qui peut être utilisé de la même manière que le vent ou un courant. Tomber avec la gravité constitue l'immense énergie de la Terre qui tourne dans son orbite autour du Soleil. Nous devrions d'abord examiner l'aspect politique du Wu Wei. En lisant Lao Tzu et Chuang Tzu comme des commentaires sur leur époque, ils soulignent la totale folie de l'ambition pour le pouvoir politique, tellement cela est un fardeau pour ceux qui le détiennent. Comme nous pouvons le voir clairement aujourd'hui, personne en possession de ces moyens ne voudrait être le gouverneur suprême d'une grande nation, car on ne peut imaginer un mode de vie plus agité, frustrant, anxiogène et exigeant, où l'on n'est jamais hors de portée du téléphone, est constamment accompagné de gardes et doit prendre des décisions capitales sur la base d'informations filtrées et peu nombreuses, heure après heure. Sous une telle pression, personne ne peut rester un être humain avec du temps pour s'arrêter et regarder, pour errer dans les bois avec un ou deux amis politiquement peu importants, ou pour s'asseoir seul sur une plage et regarder la mer. Le grand pouvoir est source d'inquiétude, et le pouvoir total est source d'ennui, tellement que même Dieu le renonce et fait semblant, à la place, qu'il est des gens et des poissons et des insectes et des plantes. Le mythe du roi qui va errant parmi ses sujets déguisés. Il doit être compris, en passant, que tant Lao Tzu que Chuang Tzu apprécient l'humour de l'exagération de leur cas, ce dernier choisissant parfois des exemples vraiment absurdes pour illustrer un point. Ainsi, dans ce cas, Lao Tzu ne doit pas être pris absolument au sérieux, mais il fait remarquer que les gens seraient bien mieux s'ils pouvaient réfréner leur ambition,
ralentir le rythme de la vie et ne pas mépriser le travail manuel. Dans tous les cris taoïstes, il y a une nostalgie pour les vrais hommes des temps anciens, rappelant Rousseau et l'idéalisation du bon sauvage du XVIIIe siècle. Nostalgie que l'anthropologie à la mode déplore depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'une longue vie est une si bonne chose si elle est vécue dans la crainte quotidienne de la mort ou à la recherche constante de satisfaction dans un lendemain qui ne vient jamais? Le progrès technologique est-il une maladie symptomatique de l'incapacité à être centré et à apprécier le présent? Comme le dit Chuang Tzu, l'homme de vertu parfaite, au repos, n'a pas de pensée, dans l'action, pas d'anxiété. Il ne reconnaît ni le droit, ni le tort, ni le bien, ni le mal. Dans les quatre mers, quand tous bénéficient, c'est là son repos. Les hommes s'attachent à lui comme des enfants qui ont perdu leur mère. Ils se rassemblent autour de lui comme des voyageurs qui ont perdu leur chemin. Il a de la richesse en surplus, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il a de la nourriture et des boissons plus que suffisantes, mais ne sait pas qui les fournit. Dans une ère de vertu parfaite, les hommes bons ne sont pas appréciés. L'habileté n'est pas visible. Les dirigeants ne sont que des balises, tandis que le peuple est aussi libre que les cerfs sauvages. Ils sont droits sans être conscients du devoir envers leurs voisins. Ils s'aiment les uns les autres sans être conscients de la charité. Ils sont vrais sans être conscients de la loyauté. Ils sont honnêtes sans être conscients de la bonne foi. Ils agissent librement dans toutes choses sans reconnaître d'obligation envers personne. Ainsi, leurs actes ne laissent aucune trace. Leurs affaires ne sont pas transmises à la postérité. Il doit également être clair que le wu-wei n'est pas un caprice intentionnel, comme lorsque les gens font tout leur possible pour faire quelque chose de bizarre ou d'inconventionnel, suivant la convention aussi servilement qu'un carré, comme leur guide pour faire l'opposé. C'était une interprétation erronée courante du taoïsme et du zen lorsqu'ils sont devenus populaires parmi les jeunes de l'Occident. Ainsi, en fait, les taoïstes contemplatifs méditent, mais pas dans le but égoïste de s'améliorer. C'est plutôt que, ayant compris intuitivement qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui du Tao, ils font des excursions dans ce que les choses ne peuvent pas échapper, et méditent pour la joie de la méditation, le flux de la respiration, le son des coqs au loin, la lumière sur le sol, le murmure du vent, l'immobilité, et hélas, toutes ces choses que les activistes militants de l'Ouest et de l'Est ont, avec leur frénétique finalité, appris à mépriser. C'est l'aspect yin de la vie taoïste, et donc n'exclut pas, quand il devient opportun, l'aspect yang de se réjouir de la vigueur, de sorte que la discipline du mouvement corporel du Tai Chi Chuan, fluide et oscillant, est tout autant appréciée que la méditation assise. Wu Wei est un état de conscience presque onirique, flottant, de sorte que le monde physique manque de la dure réalité normalement présente pour le bon sens. Comment savoir que l'amour de la vie n'est pas une illusion? Comment savoir que celui qui a peur de la mort n'est pas comme un homme qui était loin de chez lui quand il était jeune et donc n'a pas l'intention de revenir? Comment savoir que les morts ne se repentiront pas de leur ancien désir de vie? Ceux qui rêvent d'un banquet la nuit peuvent pleurer et se lamenter le lendemain matin. Ceux qui rêvent de pleurer et de se lamenter peuvent sortir chasser le matin. Quand ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. Dans leurs rêves, ils peuvent même interpréter des rêves. Ce n'est que quand ils sont éveillés qu'ils commencent à savoir qu'ils ont rêvé. Par la suite vient le grand réveil, et alors nous découvrirons que la vie elle-même est un grand rêve. Tout le temps, les imbéciles pensent qu'ils sont éveillés, qu'ils savent. Avec de belles discriminations, ils font des distinctions entre princes et palefreniers. Quelle stupidité! Confucius et toi êtes tous deux dans un rêve. Quand je dis que tu es dans un rêve, je suis aussi dans un rêve. Le sentiment que le monde est onirique, trouvé aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, vient principalement de la constatation de sa transience plutôt que de spéculation sur la connaissance et la vérité, l'épistémologie et l'ontologie.
bien que celles-ci viennent ensuite. Surtout en vieillissant, il devient de plus en plus évident que les choses sont sans substance, car le temps semble passer plus rapidement, de sorte que l'on prend conscience de la fluidité des solides. Les gens et les choses deviennent comme des lumières et des ondulations à la surface de l'eau. Nous pouvons faire des films en accéléré de la croissance des plantes et des fleurs, dans lesquels elles semblent venir et partir comme des gestes de la terre. Si nous pouvions filmer les civilisations et les villes, les montagnes et les étoiles, de la même manière, nous les verrions comme des cristaux de givre se formant et se dissolvant, et comme des étincelles sur le dos d'une cheminée. Plus le tempo est rapide, plus il semblerait que nous regardions, non pas tant une succession de choses, que le mouvement et les transformations d'une chose, comme nous voyons des vagues sur l'océan ou les mouvements d'une danseuse. De la même manière, ce qui apparaît au microscope comme une masse de grumeaux plastiques hérissés d'épines est, à l'œil nu, la peau claire d'une fille. Mis très crûment, le mysticisme est la perception d'une chose faisant tout. Les taoïstes le disent plus subtilement de sorte que le faire n'est pas le sens d'une chose, le Tao, forçant et contraignant les autres. En général, les philosophies de l'Occident moderne n'apprécient pas cette vision onirique des choses, peut-être à cause du sentiment que si nous sommes des rêves, nous ne sommes pas importants, et que si nous ne sommes pas importants, il n'est pas nécessaire de se respecter mutuellement. Nous avons tous entendu le cliché selon lequel la vie humaine est bon marché en Chine. Bien sûr, parce qu'il y en a trop. Et nous-mêmes devenons insensibles à mesure que les populations se multiplient et que les médias d'information nous accoutument aux statistiques d'immenses massacres. Personne, cependant, n'a démontré de relation nécessaire entre les points de vue métaphysiques ou les croyances religieuses des gens et leur comportement moral. Les personnes importantes peuvent devenir trop importantes, et ainsi des nuisances à éliminer. Et il faut se souvenir que les tortures et les brûlures de l'Inquisition étaient commises avec une profonde préoccupation pour le sort des âmes immortelles des hérétiques. Il semble souvent que la douleur soit notre mesure de la réalité, car je ne suis pas conscient qu'il y ait jamais de douleur physique dans les rêves, en dehors d'une raison physiologique réelle. C'est donc une blague courante que les croyants en l'irréalité de la matière ont du mal à convaincre qui que ce soit de l'irréalité de la douleur. Pourtant, le corps humain contient tellement d'espace vide que ces éléments pondérables pourraient être condensés à la taille de ce tout petit point, car sa solidité apparente est une illusion découlant du mouvement rapide de ses composants atomiques, comme lorsqu'une hélice en rotation semble devenir un disque impénétrable. Peut-être que la douleur est une forme de conditionnement, puisque nous savons que le type de conditionnement appelé hypnose peut être un anesthésique extraordinaire et sélectif. Cependant, essayons d'imaginer un univers, un domaine d'expérience ou un champ de conscience, dépourvu de tout extrême pouvant être qualifié de douleur ou d'horreur. Bien qu'une personne chanceuse puisse passer des jours, des mois et des années dans des circonstances très agréables et confortables, il y a toujours une appréhension, une pensée à l'arrière de l'esprit, que la douleur, sous quelque forme que ce soit, est au moins possible. Elle rôde autour du coin, et il sait qu'il est chanceux car tout autour de lui, il y a ceux qui souffrent. Toute expérience, toute conscience, semble être de spectres variés de vibrations si ordonnées que leurs extrêmes, comme le yin et le yang, doivent d'une manière ou d'une autre aller de pair. Si nous coupons un aimant en barres, de manière à enlever son pôle nord, nous constatons seulement que chaque moitié a maintenant des pôles nord et sud comme auparavant. Ainsi, un univers sans la polarité du plaisir et de la douleur serait difficile à imaginer. Dans de nombreuses sociétés, nous avons fait un long chemin pour nous débarrasser de telles monstruosités que la torture légale et, par des moyens médicaux, des douleurs de la maladie et de la chirurgie. Pourtant, de nouvelles craintes semblent prendre leur place, et il y a toujours le spectre de la mort en arrière-plan. Mais il vaut la peine de réaffirmer le principe selon lequel vous ne pouvez pas aller de pair avec les choses, à moins de comprendre qu'il n'y a en vérité aucune alternative, puisque vous et les choses sont le même processus, le Tao qui coule maintenant.
le sentiment qu'il y a une différence est également ce processus. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Il n'y a rien à ne pas faire à ce sujet. Il n'y a que le courant et ses myriades de convolutions, vagues, bulles, éclaboussures, tourbillons et remous. Et vous êtes cela. On aimerait en rester là, sauf qu'une telle déclaration évoque dans de nombreux esprits un tumulte de questions. Au lieu d'expérimenter le flux en cours, ce qui rendrait tout clair, ils veulent toutes sortes de garanties préliminaires que ce sera sûr et rentable de le faire, comme savoir si cette compréhension fonctionne comme une philosophie de vie. Bien sûr que oui, et très efficacement, mais si on le suit pour cette raison, on ne le suivra pas. Mais s'il y a la compréhension, le pouvoir ou la vertu du te surgit spontanément, ou, comme disent les chrétiens, par grâce divine, distincte de la volonté. En réalisant que vous êtes le Tao, vous manifestez automatiquement sa magie. Mais la magie, en tant que grâce, est quelque chose dont personne ne devrait se targuer. Comme le dit Lao Tzu du Tao lui-même, quand de bonnes choses sont accomplies, il ne les revendique pas ou ne les nomme pas. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. À bientôt pour de prochaines vidéos.